Et voilà. Donc, ces pauvres femmes qui ont un cancer du sein n'ont pas qu'une seule raison de développer une ostéoporose. Hein, bien entendu, la plupart du temps, ce sont des femmes ménopausées, sont des femmes qui ont un cancer, qui, on l'a vu, un peu comme dans la polyarthrite rhumatoïde, comme dans toutes les maladies inflammatoires, ça va déclencher la rage du rank ligand. Il y a la ménopause, donc, dont je viens de parler, avec le tarissement donc, des oestrogènes par la mise au repos des ovaires. Et puis, il y a un nombre considérable de traitements qui peuvent avoir leurs propres effets nocifs, la chimiothérapie, l'ovariectomie chirurgicale ou chimique. Les anti-aromatases viennent ajouter leur goutte à toutes ces catastrophes. Alors, pourquoi les anti-aromatases? Parce que vous savez que même à la ménopause, il reste une sécrétion hormonale d'œstrogène, puisque les corticosurrénales ne sont pas, elles, au repos, et les androgènes surrénaliens vont être convertis en œstrogènes par des aromatases des tissus périphériques, notamment des tissus adipeux. Et le but des anti-aromatases, c'est de mettre vraiment à zéro toute sécrétion hormonale pour éviter le développement de la tumeur. Il y a en fait des anti-aromatases qui sont des stéroïdiens, d'autres des non-stéroïdiens, et on va les aborder les uns après les autres, hexaméthane, létrozole et anastrozole. Et dans tout cela, le rhumatologue a sa place, puisque c'est la femme ou l'homme de l'os. Et nous allons aborder trois aspects. L'amplitude du problème, déjà, est-ce que c'est vraiment un problème médical? Les traitements qui peuvent être efficaces pour limiter ses conséquences. Et puis, est-ce qu'il existe des stratégies globales auxquelles on peut adhérer? Alors, je reprends un peu le schéma du professeur El Hassani. En fait, il y a deux situations. Il y a une situation normale chez, en fait, une femme qui a une sécrétion d'œstrogène. C'est le niveau normal... Oula, caramba, voilà. C'est ici, quand on a un niveau normal d'œstrogène, ça veut dire qu'on a l'ostéoprotégérine, qui est l'inhibiteur naturel du rank ligand, qui est supérieur à ce dernier, et donc on a plutôt un versant ostéoformateur, en tout cas pas ostéorésorbant. Vous avez l'ostéoprotégérine qui fait une sorte de bouchon qui va empêcher le rank ligand de se fixer sur l'ostéoblaste, alors qu'en situation de déficit en oestrogène, comme à la ménopause, comme avec les anti-aromatases, eh bien, le rank ligand en excès va activer les ostéoclastes qui vont donc maturer et devenir actifs. L'ostéoblaste étant le grand fabricant et qui agit un petit peu, qui a une fonction un petit peu d'intégrateur. C'est lui qui reçoit toutes les afférences hormonales, métaboliques, et qui va décider un jour de sécréter du rank ligand et donc d'activer l'ostéoclaste. Petite cellule, l'ostéoblaste, grosse cellule avec les gros bras, l'ostéoclaste. Dans l'histoire de la médecine, on s'est d'abord intéressé à l'ostéoclaste parce que c'était le plus gros. Il avait plein de cellules, c'est lui qui résorbait l'os, c'était évident. Mais en fait, ça se passe comme à la maison, ce n'est pas les gros bras qui commandent, c'est souvent la petite créature qui s'appelle la femme qui va complètement dominer le gros ostéoclaste qui va, lui, entraîner ses conséquences redoutables. Alors, à la question numéro 1, quelle est l'amplitude du problème de la perte osseuse induite par les anti-aromatases en termes de marqueurs, en termes de densité minérale osseuse et, ultimement, en termes de fracture? Non, attendez, j'ai encore pas maîtrisé le système. Alors, on va avoir souvent une comparaison par rapport au tamoxifène. Pourquoi? Parce que le tamoxifène, c'est le plus ancien, historiquement c'est le premier, et il avait son intérêt à son époque, parce que c'est un SERM comme le raloxifène, c'est son cousin germain, donc il a plutôt un effet bénéfique sur l'os. Mais son effet antitumoral est de moindre importance que celui des anti-aromatases, donc il est plus ou moins abandonné. Toutefois, on peut toujours les comparer de par les études. Et vous voyez ici des patientes qui ont un cancer du sein invasif. C'est l'étude ATTAC, une célèbre étude qui a donné lieu à plusieurs retombées scientifiques. Et vous avez l'évolution de la densité minérale osseuse, à gauche au rachis lombaire, à droite à la hanche totale. En haut, c'est le raloxifène. Alors non seulement on ne perd pas de l'os, mais on en gagne un petit peu avec le temps, sur 5 années, que ce soit au rachis lombaire ou à la hanche totale, alors qu'on plonge véritablement avec les anti-aromatases. Ici, c'est l'anastrozole. Donc il y a un effet démontré sur la densité minérale osseuse.
Sur maintenant les fractures, puisque c'est la fracture qu'on veut éviter, eh bien, on va comparer cette fois-ci au tamoxifène le létrozole. Alors à gauche, vous avez deux courbes. Alors on va regarder essentiellement les courbes les plus grasses. Là, vous avez le létrozole, et là, vous avez en pointillé le tamoxifène. Et c'est le pourcentage de patients qui vont présenter une fracture sur les 5 ans. Et vous voyez que c'est plus important avec l'anti-aromatase qu'avec le tamoxifène. Et dans cette étude-là, curieusement, c'était la fracture du poignet qui était la plus représentée. À droite, vous avez les facteurs de risque qui venaient s'ajouter aux médicaments en termes de risque relatif. Alors, on voit que c'est d'autant plus grave, on a d'autant plus de chances de fracturer qu'on a plus de 55 ans quand on prend en plus de létrozole, qu'on fume, qu'on a déjà dès l'entrée une ostéoporose avec ou pas fracture. Bien entendu, si on arrive déjà avec des bagages chargés, ça sera encore plus grave que si on arrivait avec une masse osseuse qui était normale. Toujours, alors là, cette fois-ci, c'est une méta-analyse, on va dire, de 5 études. 5 études qui vont s'intéresser à tous les anti-aromatases qui existent. Vous voyez dans le tableau, il y a aussi bien l'anastrozole que le létrozole, que l'exémestane. Et on va voir un petit peu quel est par rapport au tamoxifène l'effet néfaste de ces anti-aromatases. Enfin, on va faire simple, on va faire bref. On a ici le pourcentage supplémentaire de fractures procuré par ici l'anastrozole, le létrozole, l'exomestane, l'anastrozole et le létrozole, toujours par rapport au tamoxifène. Et on voit qu'à chaque fois, bien sûr, c'est en défaveur des anti-aromatases, avec des amplitudes qui sont différentes, parce que les populations ne sont pas toujours les mêmes. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours avec les anti-aromatases qu'on a le plus de fractures. Et dans cette étude-là, c'était essentiellement des fractures vertébrales, ce qui est plus logique, parce que la vertèbre est riche en os trabéculaire. L'os trabéculaire, c'est un os qui a beaucoup plus d'interface et beaucoup plus de contact avec le milieu extérieur, beaucoup plus sensible aux hormones. Et donc, on comprend bien que la fracture qui est à craindre quand on prend des anti-hormonaux, c'est bien la fracture vertébrale. C'est pour ça que c'est une fracture qui arrive assez rapidement après la ménopause, lors du tarissement des œstrogènes et de l'accélération de la résorption osseuse. Oups. Alors, attendez. Hop. Oh là. Attendez, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Alors, maintenant qu'on a vu l'amplitude du problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont démontré leur efficacité? Ben oui, sinon je ne serais pas là. Et on va voir que ces médicaments-là, qui ont été utilisés, ce sont tous des antirésorbants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser le tériparatide. Rappelez-vous, le tériparatide est contre-indiqué quand il y a un antécédent de cancer. Toujours cette peur de cancer osseux. Et puis, il y a souvent de la radiothérapie dans cette situation. Donc, 2 raisons de ne pas en donner. Donc, on a affaire aux antirésorbants. Alors, le risédronate, bien sûr, c'est un bisphosphonates oral extrêmement prescrit. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, sur ce qui est des marqueurs du remodelage osseux, on a un effet bénéfique de l'association à l'anti-aromatase du risédronate. Alors, c'est un petit peu difficile à percevoir parce que les auteurs ont distingué pour les femmes 3 risques. Un haut risque quand elles avaient une masse osseuse basse et déjà des fractures, un risque moyen avec une densité minérale osseuse moyenne et pas de fracture, et un risque faible quand il y avait une densité normale et pas de fracture. Ce qu'on voit, alors il faut regarder surtout ces courbes-là, c'est qu'il y a une frénation des marqueurs, aussi bien de la résorption que de la formation, parce que, rappelez-vous, ce sont des marqueurs qui évoluent toujours en même temps. Eh bien, dès qu'on met du risédronate avec, c'est ces courbes en dessous, là, eh bien, on a un effet qui va réduire le remodelage osseux, donc la perte osseuse. Donc voici pour le risédronate et sur ce marqueur qui sont les marqueurs du remodelage osseux. Maintenant, parlons du zoledronate. Alors le zoledronate, c'est un bisphosphonates donc injectable, et comme il est injectable, il rassure le médecin parce qu'on est sûr que de sa biodisponibilité, tout ce que vous donnez à la patiente, eh bien, vous êtes sûr que ça va passer dans le sang. Alors que pour les bisphosphonates oraux, il y a toujours un risque putatif. Et donc, quand on est dans des choses sérieuses comme les cancers, il vaut mieux utiliser des valeurs sûres comme le zoledronate, en sachant qu'il y a des précautions à prendre, notamment l'état dentaire, etc. Mais vous connaissez ça aussi bien que moi.
Alors ici, nous avons donc l'effet du zoledronate sur la masse osseuse, et non plus simplement les marqueurs, chez des femmes qui ont été traitées par le létrozole pour un cancer du sein. Alors il y a une subtilité dans l'étude. Vous avez en haut, en noir, les femmes à qui on a donné dès le début du traitement, dès l'introduction des antiaromatases, le zoledronate. Et puis en bas, celles à qui on a donné le zoledronate que si, soit elles avaient au cours de l'évolution, moins 2 de T-score, ou bien l'apparition d'une fracture. Donc on a appelé ça immédiat par rapport à retardé. Et on voit que ce n'est pas bon quand on retarde. On voit à gauche ici que eh bien, vous avez une perte osseuse en termes de pourcentage de DMO, hein, et que ceci est valable quel que soit l'état par rapport à la ménopause, qu'elle soit récente, qu'elle soit avérée, c'est-à-dire de plus de 5 ans, ou bien que l'âge soit supérieur à 65 ans. Donc la moralité de cette histoire, c'est que quand on doit mettre du zoledronate en même temps que le létrozole ou tout autre anti-aromatase, il faut le faire dès le début. Hein. Sinon, vous perdez du terrain, et si vous attendez que ça s'aggrave, ça ne vaut pas le coup. Traitons pendant que le capital osseux est suffisant. Maintenant, c'est toujours la même étude. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'ai trouvé ça intéressant en termes de récidive à distance ou localement du cancer. Regardez ici, vous avez les femmes qui ont le zoledronate immédiatement, c'est IM, et là, delayed, c'est retardé. On voit que, eh bien, localement, il y a moins de récidive locale du cancer quand on a du zoledronate. Il y a donc un effet anticancéreux même de ce bisphosphonate, hein, au-delà de l'effet sur l'os. Alors l'effet sur l'os, il est très marqué du côté droit, puisque à distance, vous voyez ici, les métastases osseuses hein, sont de ces 14 patients contre 24, c'est quasiment une réduction de 50%. Donc il y a un effet local et un effet à distance sur aussi bien la tumeur molle que la métastase osseuse. Alors maintenant, chez les femmes qui ont un cancer du sein métastatique, vous avez le denosumab, qui était le dernier antirésorbant qu'on n'a pas encore abordé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit chez ce millier de femmes qui va être traité avec du calcium et de la vitamine D, on voit que la même chose en fait que dans l'étude Freedom, que dans la population générale. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le denosumab, c'est-à-dire une injection tous les 6 mois de 60 mg d'antirancligant, eh ben, vous perdez de l'os, ici, quelle que soit la durée d'administration des antiaromatases, moins de 6 mois, plus de 6 mois, et toute la population, et vous avez une augmentation constante de la densité minérale osseuse sous le Prolia, pour ne pas le nommer, sous le denosumab, tout le temps de l'étude, et probablement même après, tant que vous continuez à donner du denosumab. Donc on voit que aussi les proportions, les pourcentages d'augmentation sont bien plus importants avec le denosumab qu'avec les autres médicaments. Ce qui n'est pas forcément corrélé avec l'efficacité. Enfin, c'est quand même rassurant. Si maintenant, dans cette même étude, on regarde un petit peu le gain, alors à gauche, vous avez les femmes qui ont reçu le placebo, à droite, celles qui ont reçu le denosumab, eh ben, il y a 80% des femmes qui ont reçu le denosumab qui vont obtenir un gain osseux contre 18%, enfin 13% chez celles qui ont reçu le placebo. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Il y a de nombreux arguments en faveur du denosumab. Et puis, dernière question, quelle stratégie? Parce que ça, ce sont des données éparses. Maintenant, comment peut-on construire un raisonnement et une stratégie? Alors là, attention, accrochez-vous, je vais vous montrer un tableau, il ne faut pas vous effrayer. C'est pas celui-là, d'ailleurs. Attendez, hop, bon, c'est pas grave, c'était un autre tableau que je voulais vous montrer. Mais grosso modo, il dit la même chose, c'est-à-dire que quand... Non, c'est pas celui-là. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. J'ai trop de manettes là, ça dépasse mes neurones. Il faudrait que j'ai ce truc-là. Là. Okay. D'accord. Et hop.
Je vais pouvoir vous le mimer si vous voulez. Voilà, c'est juste la dernière. Ouais, en fait, je voudrais celle-là, là. Ouais. C'est celle d'avant. Je peux? Alors, on ne la voit pas. Il faudrait la... Je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas. C'est une qui a été masquée, là, qui est avant la dernière. Voilà, avant celle-ci, il y en a une qui est masquée. Masquée? Ouais. Voilà, c'est celle-là. Ah, masquée, elle est masquée. Ouais, elle est masquée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on démasque. Et voilà. Et devant les yeux éblouis de l'assistance, nous allons avoir ma dernière diapositive qui fait un résumé de tout ce que je viens de dire. J'essaye de gagner du temps. Hein. Je meuble. Ah, c'était ça. Bon, j'espère que vous avez bien tout vu, parce que... Il y a un djinn là-dedans. Donc, dans la diapo que vous allez certainement voir, c'est comment on réfléchit au début d'un traitement par anti-aromatase. Donc, une femme qui a un cancer du sein, on va décider d'un traitement par anti-aromatase. Qu'est-ce que je fais? Quel raisonnement j'adopte? Et en fait, il y a 3 situations qu'on va distinguer entre haut risque de faire de l'ostéoporose avec des fractures, un risque moyen et un risque minime. Merci. C'est un sabotage, c'est Poutine. J'étais content d'être loin, loin, loin de l'Ukraine, là, aujourd'hui, mais là, je vois qu'il m'a rattrapé. Vous allez encore mieux apprécier ma dernière diapositive après tout ce suspense. Alors justement, on voulait... Ah ben voilà, elle arrive. Ah ben voilà. On Magnifique. allait vous proposer de commencer la discussion en attendant la diapositive, mais c'est parfait, elle est là. Elle est là. Alors, donc je disais 3 niveaux de risque. À gauche, le plus élevé, parce que ce sont des femmes qui ont 75 ans et au moins un facteur de risque clinique. Et on voit que c'est des femmes qui rentrent dans la carrière de leur cancer avec déjà une ostéoporose. Donc, il faut rechercher des causes secondaires d'ostéoporose. Et de toute façon, on va donner du calcium et de la vitamine D. Et on va les traiter, ces femmes-là. Hein, on va les traiter avec un bisphosphonates ou un antirésorbant. Vous avez au milieu des femmes, toutes les autres patientes, et là, on va faire aussi une densitométrie, et le score est intermédiaire. Vous voyez, il est entre -2 et -1. Bon, bien sûr, toujours les conseils d'hygiène de vie, le calcium si besoin et la vitamine D, et on va refaire une densitométrie tous les 2 ans. Et là, on surveille. Et si la perte osseuse, pendant ce suivi, excède 4%, eh bien, ou si on atteint le seuil de -2, on va les traiter. On se remet dans la case de gauche. Et puis, celles qui n'ont pas de fracture et un T-score à -1, conseil d'hygiène de vie et pas d'autre évaluation. Voilà. Je vous prie de m'excuser pour tous ces ennuis techniques et je termine mon exposé là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au professeur Fardelone et au professeur Al-Hassani pour ces très belles présentations de cet après-midi. Et nous ouvrons tout de suite la discussion avant de passer aux communications orales.
en attendant peut-être qu'il y ait des interventions. Peut-être une question, si vous permettez, pour les deux orateurs. Dans notamment la prise en charge de l'ostéoporose, on parle très peu de l'activité physique, elle est pratiquement jamais évaluée, on n'en parle jamais dans les études. Quelle est votre opinion à ce sujet, aussi bien dans le traitement de l'ostéoporose que dans la prévention de l'ostéoporose des rhumatismes inflammatoires chroniques? Merci de m'avoir posé cette question. Elle a une petite place, comme vous l'avez vu dans le diagramme que je vous ai proposé, que je vous ai montré en dernier lieu. Il y a toujours une place pour l'activité physique. Quand je dis activité physique, je ne parle pas de sport. Oui, bien sûr. Pour moi, le sport, c'est une maladie. La preuve, il y a une médecine du sport. C'est comme le travail. C'est pas normal, le travail. Il y a une médecine du travail. L'activité physique, c'est important. Le sport, comme le travail, ça a été inventé il y a moins de 10 000 ans. Et c'est pour ça qu'on est tous malades. Je n'ai rien à ajouter, sauf que arrêtez de faire du sport. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Dr Hamamouchi. Merci pour ces excellentes présentations. J'aurais une question par rapport au seuil de moins 2,5. Est-ce qu'il a encore du sens aujourd'hui? Parce qu'on l'utilise ni pour traiter... C'est une excellente question et qui n'est pas près de... Voilà. Résolu. Moins 2,5 parce que c'était un score qui avait été défini densitométriquement. Mais on a bien vu qu'entre ce seuil-là et la décision de traiter, ce n'est pas la même chose. Parce que vous avez vu qu'on va traiter même à moins 1. Les études internationales qui ont impliqué des dizaines de milliers de patients, qui ont suivi ces patients de façon prospective jusqu'à ce qu'elles cassent, montrent que la moitié des femmes ont une valeur de densité minérale osseuse normale ou faiblement abaissée. Donc, ce n'est pas simplement sur la densitométrie qu'on va prendre la décision de traiter. Le principal facteur, c'est quand même la préexistence d'une fracture. Donc, à moins 1, ce n'est pas moins 2,5, c'est moins 1, on va traiter les gens. À moins 2 même, on va traiter celles qui ont fait des fractures pas sévères. Et à moins 2,5, sans fracture, on ne va pas traiter forcément. Il faut attendre le seuil fatidique de moins 3. Et une question pour Madame Hassani. Alors, je ne sais pas ce que... Oui. Je voudrais juste compléter et en fait poser une question. Le moins 2,5 est un seuil plutôt français. Est-ce que... Oui. Le moins 3, pardon. Le moins 3 est plutôt français. Quand on voit les études et les travaux des autres pays, c'est plutôt le moins 2,5 qui est le seuil thérapeutique. Et je pense que vont être présentées les recommandations de la... Après, vont être présentées, ils sont en cours de préparation, les recommandations de prise en charge de l'ostéoporose, les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie. Et je pense que le seuil qui a été pointé étant celui de moins 2,5 pour une population de rhumatologues marocains. Avec ou sans fracture? Sans fracture. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, une question pour moi. Tout à fait au fond. Alors, toujours par rapport au seuil et aux définitions de l'ostéoporose cortico-induite. Oui. Encore une fois, on a un seuil qu'on a appris du griot qui est le moins 1,5 pour définir cette ostéoporose. Est-ce que vous avez vu dans vos lectures qu'il était donc toujours maintenu? Et est-ce qu'on traite dès qu'on a un seuil de moins 1,5 chez cette population-là de patientes qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique et qui sont sous corticothérapie? Alors, j'ai 2 éléments de réponse. Et quand le rhumatisme inflammatoire chronique est chez une personne jeune, il faut plutôt utiliser le Z-score. Et le seuil thérapeutique étant le moins 2 pour le traitement. Et alors, deuxième élément, c'est qu'il faut peut-être être prévoyant et maîtriser l'inflammation, essayer d'être plus efficace sur l'inflammation pour prévenir, on va dire, si on peut prévenir la baisse de la masse osseuse, sachant qu'on ne fait rien sur le risque de fracture. Alors, le deuxième élément, quand la personne est ménopausée ou sujet âgé, on utilise le T-score. Alors, ce que j'ai vu dans ma lecture, c'est le moins 1,5, mais aussi le moins 1. Certains ils poussent le bouchon un peu plus loin, ils sont plus sévères dans la prise en charge, et donc ils traitent à partir de moins 1. Donc, j'ai vu les deux. Là, il y a une question au fond de la salle. Merci Slema pour ta C'est le professeur présentation. Baheri. Concernant le facteur rhumatoïde et les ACPA comme facteur de risque indépendant de perte osseuse, tout facteur apparié
Est-ce que ça ressort? C'est-à-dire, est-ce que les PR séropositifs perdent nettement moins d'os que les PR séronégatifs? Oui, merci pour ta question. C'est les polyarthrites rhumatoïdes séropositives, sévères, survenues chez un sujet jeune, très actives, qui font la polyarthrite, qui font l'ostéoporose, qui font l'érosion et qui font l'ostéoporose. Je sais pas si vous permettez, peut-être... Oui, professeur Marlaoui. Juste en accord avec le professeur Alassani, oui, les ACPA font sécréter du rank ligand. Donc ça a pu être démontré, et le fait de faire baisser les ACPA, ça protège contre l'ostéoporose. Pardon, peut-être avant de donner la parole au professeur Marlaoui, juste une petite question en ce qui concerne intervenir à un score de -1 pour le professeur Verdelön. Est-ce qu'il ne faut pas prendre en considération aussi ce qu'on a appelé le risque de fracture paradoxale pour le traitement de l'ostéoporose dans des décisions aussi rapides du traitement, ou pensez-vous qu'il faille effectivement adopter un traitement beaucoup plus précoce? Alors, quand j'ai évoqué le seuil de -1, c'était pour les fractures sévères. C'est-à-dire qu'une personne âgée avec une fracture du col du fémur à -1 nécessite un traitement. Bien sûr, ce que j'ai dit, c'était caricatural. Et rien ne remplace également l'expérience du praticien et puis aussi le bon sens, forcément. Merci. Vous avez raison d'insister là-dessus. Professeur Marlaoui. Merci beaucoup à vous deux pour ces belles présentations. Je voudrais revenir encore sur les limites de la DMO, justement. Vous avez bien souligné toutes les difficultés, ces nuances, et la difficulté de définir des seuils. Et bon, je pense que les recommandations françaises, vous l'avez bien dit, c'était plus dans un souci de simplification destiné aux médecins généralistes pour que ça soit facile à capter, parce qu'on voit toute la complexité. D'ailleurs, je voulais rebondir sur l'effet thérapeutique. Et ça me dérange un peu le fait de vouloir essayer de définir un seuil thérapeutique, sachant l'effet complètement différent des différents produits sur la densité minérale osseuse, avec une efficacité antifracturaire qui est presque la même. Et vous avez une grande différence si on compare le raloxifène au teriparatide ou au denosumab. Vous avez tout à fait raison. On voit quand même, globalement, il y a un effet, comme je l'avais montré dans une diapo, du gain osseux. Il y a une corrélation avec la réduction du risque, l'incidence de fracture, mais avec chaque traitement, il n'y a pas forcément la même amplitude de variation de la DMO. La plus grande amplitude, c'est avec le denosumab. La plus faible amplitude, c'est avec le raloxifène. Mais pourtant, il y a une diminution du risque fracturaire, mais qui n'est pas tout à fait la même quand même. Elle est plus grande avec le denosumab qu'avec le raloxifène, et elle se fait sentir à tous les sites, contrairement au raloxifène. Alors, si vous permettez, comme on a encore beaucoup de travail, on va prendre 2 questions. Notre ami, le docteur Ben Saoud, et la question du docteur Noufis Al-Zraq, pour passer à la deuxième partie de cette première partie d'après-midi qui se prolonge. Oui, ma question pour toi, c'est que est-ce que tu as vraiment fait sortir les rhumatismes, les polyarthrites rhumatoïdes et les SPA? Est-ce que l'un ou l'autre fait plus d'ostéoporose que l'autre? Est-ce que les pères font plus d'ostéoporose que les spondylarthrite? Aussi, la même chose. Ma deuxième question, c'est qu'une jeune personne qui fait une ostéoporose, est-ce que c'est la même recommandation? Arrêter ou continuer le temps qu'il le faut? Le traitement anti-ostéoporotique. Une jeune personne de 20-23, chez qui on a trouvé une ostéoporose. Alors, j'ai présenté un travail dans lequel il y avait une grande population de personnes qui avaient des fractures, et que parmi ces gens fracturés, il y avait les gens qui avaient une PR et d'autres qui avaient la spondylarthrite ankylosante. Les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont un risque fracturaire supérieur à ceux qui ont l'ostéoporose. On a plusieurs explications. Il y a déjà le sexe. La SPA, c'est beaucoup plus l'homme, donc qui fait moins d'ostéoporose. Et la deuxième, c'est l'âge. La SPA, c'est le sujet jeune. Et j'ai vu passer aussi un commentaire dans ce sens. Les spondylarthrites, quand bien même inflammatoires, ne sont pas aussi inflammatoires que la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, l'ostéoporose secondaire à l'inflammation y est moins dans la SPA. J'espère que j'ai répondu à ta question. À ta première. La deuxième, c'est pour tous les deux. Le seuil pour arrêter.
Alors, je vais te dire quand commencer et je vais laisser le professeur Fardelon dire quand arrêter dans un rhumatisme inflammatoire chronique. Alors, quand commencer, c'est exactement la question de Ihsan. Pour les sujets jeunes, on se base sur le Z-score et un Z-score inférieur à -2, c'est une indication à un traitement. Et pour les sujets âgés, le T-score, alors c'est mitigé entre -1 et -2 et -1,5 pour l'ostéoporose cortisonique. Alors, quand le patient ne prend pas de corticoïdes, on s'aligne sur le -2,5 des recommandations globales de l'ostéoporose. Alors, quand arrêter, je vais peut-être laisser le professeur Fardelon répondre. Merci beaucoup. Je serai tout à fait clair là-dessus. J'en sais rien. En fait, la question se pose souvent chez des femmes qui sont ménopausées parce qu'elles ont une masse osseuse abaissée. Chez les jeunes, quand vous faites la densitométrie, même si elles ont une polyarthrite ou une spondylarthrite, vous allez trouver des valeurs qui sont proches de la normale ou normales. Ça sera des cas exceptionnels où il y aura peut-être une maladie autre derrière qui vont expliquer que la masse osseuse sera telle qu'il faudra engager un traitement anti-ostéoporotique. Et là, vous serez bien embêté parce qu'on est tenté d'être physiologique chez des femmes de 20-30 ans, d'éviter de donner des médicaments qui ont des fortes rémanences osseuses parce qu'elles sont susceptibles d'avoir des grossesses. On aimerait bien utiliser le tériparatide, etc. Donc c'est vraiment une discussion à chaque fois, cas par cas. Chez les personnes les plus âgées, c'est souvent tant que la maladie n'est pas contrôlée et que les valeurs de densitométrie sont basses que vous allez les traiter, et ça peut parfois excéder 10 ans. Voilà. Et pour ce qui est de la corticothérapie, c'est pareil. Tant que la corticothérapie est à des valeurs élevées, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas la maladie, il faudra donner le traitement. Fort heureusement maintenant, et comme l'a montré le professeur El Hassani, on a des médicaments qui permettent de mettre à zéro le syndrome inflammatoire qui est le responsable de cette sécrétion de rancligant qui explique l'ostéoporose. Et on l'a bien vu, les biothérapies sont protectrices par rapport à l'ostéoporose. Les études qui ont été montrées, il y a des études beaucoup avec le tocilizumab, c'est l'étude Torpedo, l'étude Samurai, c'est des japonais, hein, c'est Shugai, et qui ont montré qu'il y avait un effet très protecteur. Donc le problème est moins conséquent qu'auparavant. Et pour une petite note historique, pour ce qui est de la spondylarthrite, c'est vrai qu'il y a moins d'ostéoporose qu'avant, mais autrefois, quand il y avait des colonnes bambou, eh bien, finalement, vos vertèbres, elles étaient en apesanteur, puisqu'elles étaient maintenues par le bambou de la colonne, et finalement, elles s'évaporaient. Et vous aviez des fractures redoutables parce qu'elles étaient transsomatiques et elles mettaient en jeu le pronostic médulaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Dernière question, docteur Lezrak. Merci beaucoup. Alors, l'effet rémanent, s'il vous plaît, je suis là. Voilà. L'effet rémanent de zoledronate, et vous avez parlé de 3 ans, est-ce que ça dépend également du nombre de perfusions ou bien c'est un effet rémanent au bout de combien de Je parlais d'une seule perfusion. Avec une seule perfusion, on peut avoir déjà un effet rémanent de 3 ans. Et pour les bisphosphonates par voie orale c'est de l'ordre de 1 an, pas plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos présentateurs pour leur très belle présentation.